Avant de commencer cette vidéo, je vais te raconter un merveilleux voyage. Il y a quelques semaines, les éditions Glénat m'ont invité en Italie pour visiter l'imprimerie dans laquelle le tome 100 de One Piece est fabriqué. Bonjour à tous, je suis en Italie. C'était la première fois de ma vie que je visitais une imprimerie, et la première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de papier. Ensuite, on nous a montré les différentes étapes de fabrication du tome. D'abord, il y a des grosses planches en bleu qui rentrent dans une giga grosse machine bleue et qui impriment les pages intérieures super méga vite. Ensuite, ça rentre dans une autre machine qui les assemble en petits feuillets d'une douzaine de pages. Après, on assemble tous les feuillets en double tomes méga longs et qui doivent pas être très pratiques à lire. Puis les doubles tomes pas pratiques sont découpés pour en faire 2 tomes normaux. Puis on en fait des petits tas pour les mettre sur des giga palettes de manga. En parallèle, on imprime la jaquette couleur sur du papier glacé, puis le tout est assemblé pour nous donner de magnifiques tomes 100 de One Piece. Et j'ai même eu le droit d'en avoir un. Regarde-moi ça, direct chez le producteur là. Y a pas plus frais là, ça c'est le manga qu'on aime. Oui. Le tome 100 de One Piece sort en France le 8 décembre. Merci à Glénat pour cet immense privilège et maintenant je vous laisse mater votre épisode de One Pieceologie. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceologie, notre petite série consacrée à ma relecture, ma redécouverte des arcs de One Piece. Et aujourd'hui, pour ce 12e épisode, on s'attaque logiquement au 12e arc de One Piece, qui est aussi le premier arc de la saga Skypiea, qui s'étend du chapitre 218 au chapitre 236, si ma mémoire est bonne. Je parle bien évidemment de l'arc Jaya. Je dirais même plus l'arc Jaya Nakamura. Parce que cette blague vient de me traverser l'esprit, donc je t'en fais profiter. Rigole. Alors oui, certains d'entre vous me diront sans doute, non mais chef, vu qu'il est trop court cet arc de Jaya, t'aurais carrément pu l'introduire, en parler en même temps que t'aurais parlé de l'arc de Skypiea. Voilà. Bon, j'ai envie de te dire oui, mais j'ai envie de te dire non. Non, déjà parce que déjà d'une part, je suis la classification des arcs de One Piece officiels, et l'arc Jaya, c'est un arc à part entière, je suis désolé. Et en plus, c'est bien aussi de faire les petits arcs, parce que déjà ça fait plus de vidéos, donc plus de passion, et pour peu que j'arrive à caler une petite sponsor qui fait plaisir juste avant la vidéo, bon bah voilà, on se met bien, donc ça fait plaisir, voilà. Ouais, je sais, je suis trop honnête, faudrait que j'arrête, ça me dessert ce discours, mais ça me fait rire, oui. Et ensuite, parce que je pense très sincèrement que l'arc Jaya est certes en partie une introduction aux éléments de Skypiea, mais ça reste néanmoins un arc à part entière. On va développer ça dans cette vidéo. Mais avant, comme d'habitude, c'est le moment du petit résumé copier-coller sur internet. Parce qu'on a autre chose à foutre que de faire des résumés. Oui. Suite aux péripéties mouvementées d'Alabasta, l'équipage de Luffy reprend la mer et arrive sur l'île de Jaya, un lieu de non-droit où les pirates n'ont rien à craindre de la marine. Ils y feront plusieurs rencontres. Barbe Noire, Bellamy la Hyène, un pirate violent qui les prendra partie, l'homme singe Masira et surtout Mont Blanc Cricket. Ce dernier leur parlera d'une mystérieuse cité d'or disparue et même d'îles célestes, des îles dans le ciel. Il n'en faut pas plus pour que Luffy décide de s'y rendre, et après un combat expéditif contre Bellamy, tout l'équipage part à la recherche d'un gigantesque geyser, le Knock Upstream, censé pouvoir les envoyer dans le ciel. Pendant ce temps, l'élite du gouvernement mondial se réunit pour désigner un successeur à Crocodile au sein des capitaines corsaires. Alors, comme j'étais en train de le dire avant de te faire ce résumé magnifique, il est vrai que certains diront sans doute que j'aurais pu aborder l'arc Jaya dans l'ensemble de Skypiea, parce que finalement, et par bien des aspects, l'arc Jaya n'est qu'une introduction aux événements de Skypiea. Et c'est même une introduction aux thématiques qui seront développées un peu plus tard dans Skypiea. Ceci étant dit, je pense quand même qu'il s'agit là d'un arc à part entière, qui bien que, comme je viens de te le dire, beaucoup des thèmes qui sont brassés dans ce petit arc vont être développés plus tard dans Skypiea, aborde quand même un propos qui lui est propre, un propos qui lui est particulier. Je pense que cet arc mérite qu'on s'y attarde comme on s'est attardé sur n'importe quel autre arc jusqu'à présent en fait. Voilà, au-delà de la vanne, ça fait plus de vidéos, je pense vraiment qu'il y a des trucs intéressants à voir dans cet arc de Jaya. Oui, et d'ailleurs ces trucs intéressants, je vais les développer au cours de cette vidéo. Mais bien sûr, on commence tout de suite, oui.
Déjà, j'aime le fait qu'on renoue avec un aspect de One Piece que j'apprécie beaucoup et que j'avais déjà évoqué précédemment, l'aspect fable, l'aspect conte de One Piece, un aspect un petit peu délaissé durant Alabasta, qui était un arc aux enjeux beaucoup plus politiques, beaucoup plus terre-à-terre. Ici, nous sommes en plein dans le mythe, la légende, le conte, le rêve, avec d'une part la légende de l'île Céleste et d'autre part le conte de Norland le menteur, et de sa montagne d'or que personne n'a jamais vue à part lui, et sa réputation de menteur qui poursuit sa descendance 4 siècles plus tard. Cette notion de mythe, de légende, de conte est étroitement liée à la notion d'héritage qu'on abordera dans la partie Skypiea, même si c'est un petit peu abordé ici avec le personnage de Montblanc Cricket, qui est le lointain héritier de Norland, le menteur de Norblue, d'Ace-Blue, je sais plus. Et par contre, j'ai l'impression que cette notion de légende, de mythe, de conte, dans cette partie-là, dans Jaya, est plus liée à la notion de rêve. Et encore, quand on parle de rêve, est-ce que c'est vraiment le terme approprié? Alors en fait, je n'en trouverais pas de meilleur que le terme rêve, mais ça veut pas dire le rêve dans le sens je suis qu'un grand rêveur qui a une image du monde fantasmé. On n'est pas dans ce délire-là. Dans One Piece, le rêve, être un rêveur, ça a plus une notion d'être de liberté spirituelle. C'est-à-dire qu'on refuse de poser des limites au possible. On refuse de se poser des limites à ce qu'on est capable d'accomplir ou de ce qu'on va découvrir dans le monde. Il est tout à fait possible que l'île Céleste n'existe pas, tout comme il est tout à fait probable que Norland le menteur ne soit finalement qu'un énorme mytho et que sa cité d'or n'ait jamais existé. Quoi qu'il en soit, Luffy et Montblanc Cricket vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de découvrir la vérité, de percer le mystère. Et ce n'est pas parce que certaines personnes qui ne croient en rien, qui s'interdisent de rêver, qui mettent des limites aux possibilités du monde qui s'ouvrent devant eux, leur disent que ça n'existe pas et que ça sert à rien, qu'ils vont s'arrêter pour autant. D'autant plus que Luffy et Montblanc Cricket ont des raisons tangibles de croire en ce qu'ils croient. Montblanc a trouvé un gros oiseau du sud, je crois que ça s'appelle comme ça, un perroquet du sud, ou un oiseau du sud en or dans les eaux de Jaya, tandis que Luffy a découvert la carte de Skypiea dans une épave. Donc ils ont des bonnes raisons de croire ce qu'ils croient. Le côté rêve va être mis en corrélation avec un autre aspect que je trouve intéressant dans cet arc, Mock Town, l'espèce de station balnéaire pour pirates, qui est pour nous l'occasion de découvrir un peu plus le monde de la piraterie. Alors oui, nous avions déjà croisé d'autres pirates, mais nous ne les avions jamais vus dans un contexte purement piratesque. Ouais, j'invente des mots. C'est quoi le quotidien du pirate moyen dans le monde de One Piece? Comment s'organise le monde de la piraterie en dehors de sa lutte ou de sa fuite contre la marine? Nous avons un début de réponse à Mocktown, et en gros les pirates, c'est des gros cassos. Ce qui nous amène à la rencontre avec l'équipage de Bellamy. Rencontre pour le moins explosive. Bellamy et son pote défoncent la tronche de Zoro et Luffy qui ne daignent même pas se défendre. Cette scène est vraiment super bien pensée. Nous avons l'opposition entre deux visions de la piraterie. Alors c'est toujours la même opposition que dans les arcs précédents, mais montrée d'une manière bien différente, et je dirais même plus subtile qu'à l'accoutumée. On oppose le pirate rêveur, le pirate libre, idéaliste, au pirate terre-à-terre, avide, prétentieux. Bref, c'est le pirate médiocre qui ne croit en rien si ce n'est au profit. Bon, tu auras bien compris que le premier, il s'agit de Luffy, et que pour le second, on parle de Bellamy, bien entendu. Oui. Bellamy méprise Luffy et cherche à l'humilier pour ses croyances, mais en réalité, celui qui devrait être le plus humilié, c'est bien Bellamy. Luffy lui inflige le mépris ultime. Tu ne mérites même pas que je te cogne dessus, tu n'es clairement pas digne d'intérêt, tu ne crois en rien, tu n'es rien, je ne vais pas m'avilir en te tapant dessus, tu me fais pitié. C'est d'ailleurs Barbe Noire qui donnera les clés de cette scène à Nami juste après. Il y a des batailles que l'on ne gagne pas avec les poings. Péter la gueule de Bellamy ne prouvera pas que Luffy a raison de croire en ce qu'il croit. En revanche, aller sur l'île Céleste et en revenir, ça va fermer des bouches. Bellamy a une vision dévoyée de la piraterie. La piraterie dans One Piece, c'est quoi? Avant tout, c'est la liberté absolue, et dans la liberté absolue, il y a évidemment la liberté de rêver. À quoi bon être un pirate si tu n'es pas capable de t'émerveiller, si tu n'es pas capable de repousser les limites du possible, si tu n'es pas capable de rêver? Ça sert à quoi d'être un pirate dans ce cas? Alors oui, tu peux toujours rejoindre un équipage, monter sur un bateau et te prendre pour un pirate avec ta petite épée, mais avec un esprit aussi étriqué, avec cette absence d'idéal, cette absence de rêve, cette absence de soif de véritable liberté, finalement tu ne feras que jouer au pirate, tu ne seras jamais un grand pirate comme ça. Et Bellamy, il se prend pour un
crack à Mocktown, il croit que c'est un grand pirate, mais en réalité, il a rien compris, il a rien bité au tableau. En réalité, c'est qu'un médiocre qui ne croit en rien, qui n'a aucun idéal. Donc ça va probablement rester une merde toute sa vie, ce mec-là. Oui. Luffy finira quand même par foutre une branlée à Bellamy, parce qu'il a essayé de voler et de détruire le rêve de Mont-Blanc. Et pour ce genre de méfait, la patate est la seule voie possible. Oui, d'ailleurs, combat absolument badass par ailleurs. Bon, j'appelle ça un combat, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un combat? En vrai, l'autre, il s'est juste fait rosser, hein. Il a voulu faire le choix avec Luffy lui met une grosse patate et c'était terminé. Je pense qu'il s'est pris une correction. C'est ça qu'on va dire. C'est pas un combat, en fait. Un combat, c'est quand les deux donnent des coups. Là, non, là, il s'est fait défoncer, là. Alors oui, j'imagine que pas mal de gens verront un parallèle entre la scène où Luffy et Zoro se font taper par l'équipage de Bellamy sans réagir, et la scène où Shanks se fait emmerder par les brigands dans Romance Down, c'est-à-dire dans le tout premier chapitre de One Piece. Et j'ai envie de dire, c'est pas faux comme analyse, oui. Quand le chef des brigands tente d'embrouiller Shanks, c'est que Shanks reste de marbre. Du coup, les brigands se prennent pour des chauds avant de dépasser les bornes et de se faire enculux par l'équipage de Shanks. Donc oui, vous aurez raison de faire le parallèle entre ces deux scènes. Cependant, c'est la scène qui se déroule à Mocktown qui nous donne les clés de compréhension de la scène qu'on a vue au début du manga avec Shanks le Roux. Il faut faire le parallèle dans ce sens-là. Voilà, c'était pas un hommage ou un clin d'œil, c'est que la scène qu'on voit à Mocktown nous permet de comprendre en fait ce qui était en jeu à l'époque de Shanks le Roux. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Là, si on peut parler de foreshadowing, là oui, là je dis putain, là c'est intelligent, là c'est subtil, là c'est pertinent. Là, c'est pas juste un numéro calé sur le cul de Nami ou un truc comme ça, c'est un vrai truc. Là ça marche, oui. Bon, et il faut qu'on reparle un peu de la première apparition de Barbe Noire, qui apparaît direct comme une espèce d'anti-Luffy. La scène du bar où Teach trouve la tarte excellente et Luffy la trouve dégueu, et inversement pour la bière. Puis le petit discours de Teach après l'embrouille avec Bellamy. Selon moi, Oda nous indique discrètement que les deux personnages vont être en totale opposition. Alors certes, ils vont partager le même rêve, mais vont avoir des convictions différentes. Et pour moi, bon là, ce que je te dis, c'est un peu de la triche, que je connais un petit peu la suite de One Piece quand même. Il est évident à partir de là que Teach est en réalité le véritable rival de Luffy dans la quête pour le One Piece, dans la quête pour devenir le roi des pirates. Et ça, nous l'avons déjà vu il y a fort longtemps sur cette chaîne, un véritable rival et un bon rival doit avoir les mêmes ambitions que le héros, mais cependant, il doit avoir un point de vue opposé. Ce qui est complètement le cas avec Marshall D. Teach et Monkey D. Luffy. Oui, c'est ce qui est illustré de manière assez subtile dans cet arc. Oui. Et on va rester dans les premières apparitions avec le Conseil des 5 Kage, pardon, je voulais dire le Conseil des 5 doyens à Marijois, qui nous met enfin de véritables visages sur le gouvernement mondial, le commandement de la marine ainsi que sur une bonne partie des 7 grands corsaires. Scène importante qui, en plus de nous introduire tout un pan de l'univers One Piece, nous montre à quel point la renommée de Luffy et de son équipage grandit et à quel point il commence à être une épine dans le pied de son ennemi naturel, le gouvernement mondial. Dans le même registre, nous avons la première apparition de Barbe Blanche, aka la légende, qui nous dévoile encore une figure incontournable de la mythologie One Piece. Cette apparition nous indique selon moi que certes, Luffy commence un petit peu à se rapprocher de son but et à gravir les échelons, mais calmos, il est encore loin, il a encore pas mal de chemin à faire quand même. Oui. C'est aussi ce que vient montrer en partie la réapparition de ce bon vieux Shanks le Roux. En mode, on le rattrape, mais doucement, il y a encore de la route. D'ailleurs, je m'éloigne un peu de l'arc pour parler de leur rencontre dans quelques chapitres après le 236. Mais ils vont se rencontrer pour parler de Teach. Là encore, on va avoir un parallèle intéressant qui va marquer l'opposition entre Luffy et Teach. Shanks dira qu'il a donné son bras pour faire un pari sur l'avenir, un pari sur Luffy. En revanche, il semble considérer que la cicatrice que lui a infligée Teach comme un traumatisme indépassable. Il a fait un don à Luffy, en plus du chapeau de paille bien sûr, alors qu'on a l'impression que, selon lui, Teach lui a pris quelque chose. Tu rajoutes à ça que Luffy commence à s'imposer comme un ennemi du gouvernement mondial, tandis que Teach est en train de leur faire de la lèche pour prendre une des places des grands corsaires qui a été laissée vacante par Crocodile. Donc on est clairement sur une grosse opposition, et j'aime bien ce que c'est amené avec subtilité, c'est fait de manière intelligente, c'est pertinent, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime ce délire, c'est très bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet arc de Jaya, qui, comme tu peux le voir et comme j'ai essayé de le démontrer dans cette vidéo, est
aussi court que dense. Il se place plein de choses, plein de thèmes très intéressants. C'est pas un arc, c'est un arc de transition certes, mais c'est pas un arc qui se contente de faire simplement de l'exposition un peu bête et méchante. Alors il y a beaucoup d'expositions, les dialogues avec Montblanc Cricket et tout, c'est de l'exposition, on est bien d'accord, mais derrière il y a quand même des thématiques qui sont rappelées, hein, il y a un petit rappel des thématiques de One Piece, de la vision de la piraterie de Luffy, c'est-à-dire que c'est la liberté absolue, dont la liberté de rêver, et de pas laisser poser de frontières aux limites du possible, de ce qu'on peut accomplir ou non. Voilà, la persévérance, il y a cette notion de conte, on revient sur cette notion de conte, de mythe, de fable, voilà. Et en plus, on en profite pour élargir la mythologie One Piece et commencer à semer des billes pour ce qui sera l'un des arcs les plus mémorables du manga jusqu'à présent, hein. Je parle bien évidemment des événements de Marineford, mais nous ne sommes pas encore là, nous avons encore un petit peu de chemin à faire avant d'y arriver, mais on va y arriver et je pense que ça va être incroyable. Sur ce, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de balancer un petit commentaire pour le référencement, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de partager ça à tous tes amis, parce que One Piece, j'ai failli dire One Piece c'est la vie. Tu vois, j'ai failli le dire, mais je le dis pas encore. Je le dis pas encore parce que, voilà, c'est trop tôt, je pense que le monde n'est pas prêt à l'entendre de ma bouche. Mais j'étais pas loin, sans faire attention. Sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain épisode, et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?